Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce soir, on attaque la revue mensuelle des marchés, un panorama de ce qui s'est passé durant ces 4 dernières semaines sur les marchés et sur toutes les places mondiales. Donc on va passer par l'Europe évidemment, mais également par les États-Unis, par la Chine et par le Japon. On verra dans une seconde partie s'il y a lieu de modifier cette répartition des investissements, quels sont et les investissements à privilégier, quels sont ceux à éviter en ce moment. Et enfin, on fera un tour de nos 10 valeurs favorites qu'on avait recommandées en début d'année pour voir comment ça se passe sur ces investissements qui sont aussi bien sur les actions que sur les matières premières, que sur l'euro-dollar et que sur les matières premières. Voilà, donc on démarre comme d'habitude pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Les principes du webinaire sont très simples. Vous m'entendez, vous voyez ce qui se passe sur mon écran en temps réel. Vous pouvez communiquer par chat, c'est-à-dire par messagerie instantanée. Pour ce faire, il suffit de monter votre souris vers le haut de l'écran. À ce moment-là, il y a un panneau qui va descendre et vous pouvez chatter, c'est-à-dire m'envoyer un message grâce à l'onglet messagerie, voilà, qui va ouvrir une fenêtre et vous pouvez taper votre message. Alors les messages, je ne les prendrai pas en direct, mais je les prendrai au terme de cette session qui va durer environ 35-40 minutes. Voilà, on réservera les 10 dernières minutes aux questions. Je suis Fabrice Coustet, le responsable de CMC Markets et j'ai le plaisir d'animer donc cette session ainsi que d'autres webinaires sur le money management, sur la semaine prochaine les 5 erreurs du trader à éviter, d'autres encore. Donc n'hésitez pas à vous connecter à notre rubrique formation sur le site cmcmarkets.fr pour voir l'ensemble des formations proposées. Et puis il y en a d'autres évidemment faites par nos partenaires ATK, Trado, etc. Alors, comme d'habitude, avertissement sur les risques, puisque CMC Markets vous propose des investissements sur les CFD, qui sont des produits financiers dérivés, qui nécessitent une certaine connaissance de ces produits. Donc attention, puisque ils peuvent évidemment se solder par des pertes cuisantes si vous n'utilisez pas à bon escient l'effet de levier. Donc, utilisez un compte de démonstration avant d'ouvrir un compte réel. Et je précise que tout ce qui est présenté dans ce webinaire a un caractère purement informatif et ne constitue pas de conseil d'investissement, ni incitation à investir, ni une recommandation. Voilà, je vous engage également à regarder pour les CFD les risques de volatilité, de liquidité et risques selon les produits. Au sommaire, panorama des marchés. Du côté des économies, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je le disais en préambule, en Europe, aux États-Unis, en Chine et au Japon. Et puis, actualisation de nos valeurs favorites 2013. Deux petits dessins pour illustrer. Je pense que le grand gagnant, celui qui a fait le buzz, on dirait ce mois-ci, en termes d'économie, c'est ce petit bonhomme. More stimulus, non, il a plutôt. Alors, j'ai pas trouvé de dessin pour dire less stimulus, mais en tout cas, voilà ce qu'il essaye de faire, c'est de réanimer l'économie à grands coups de milliards, d'où son surnom hélicoptère Ben. 85 milliards de dollars déversés dans l'économie depuis maintenant plus de 2 ans et demi, eh bien Bernanke a sifflé la fin de la récré et a dit voilà, la pompe à billets va s'arrêter. Eh bien, le marché n'a pas du tout apprécié. On va le regarder tout de suite. La deuxième chose qui a vraiment inquiété, c'est le dragon chinois, le dragon qui est peut-être en train de se dégonfler, en tout cas qui avait peut-être enflé. Et là aussi, il y a des inquiétudes sur la Chine. Donc voilà les deux principaux, on dirait drivers, donc les catalyseurs qui ont provoqué, regardons-le tout de suite, une baisse très sensible à tout seigneur, tout honneur. On va rester chauvin un petit peu. Le CAC 40 qui, souvenez-vous, le dernier webinaire, on l'a fait fin mai, on était pratiquement au plus haut, je pense qu'on l'a fait vers le 27-28, donc il y avait une légère décrue, mais on tutoyait les sommets, on était au-delà des 4000 points, et regardez le retracement qu'on a eu, assez formidable, puisqu'on est allé chercher le point bas, et même le dernier point bas, on l'a cassé, ce dernier point bas, donc on voit quand même il y a une espèce de support qui se met en place à 3006, on a repris un peu de vigueur, puisqu'on va terminer ce soir à 3700, 720 points, mais effectivement, on a eu une énorme cassure durant ce mois de juin et on verra pourquoi.
Donc Philippe, effectivement, 500 points perdus sur le CAC, pratiquement en ligne droite. Alors on en a connu des à-coups, c'est pour ça que même si aujourd'hui, ou en tout cas hier quand j'ai fait les slides, on regagnait 2%, aujourd'hui on peut dire qu'on est pratiquement au zéro. On a eu un début d'année, si on regarde de janvier à juin, un début d'année vraiment en forme de montagne russe. Alors on est de plus en plus habitué à cette volatilité, mais si on refait un petit peu le déroulé, les élections italiennes nous ont fait une première cassure après un bon premier mois. Ensuite, on a eu Chypre, on a eu un point bas atteint à 3584, un point haut à 4072, vous voyez les amplitudes qui sont quand même assez énormes, et nouveau point bas, donc en dessous de 3600 il y a 2-3 jours après 5 séances de baisse consécutives. Si on regarde avec les indices internationaux, c'est intéressant de voir que depuis le 1er janvier, eh bien, les États-Unis tirent toujours leur épingle du jeu. Alors certes, on n'est plus sur les 15 300 et quelques, ou 15 000 pratiquement 500, non, ben, on l'a ici, pardon. Mais c'est vrai qu'on est à près de 14% de hausse, donc c'est plutôt très très convenable. Le Nasdaq fait un peu moins bien, mais est au-delà des 8%. Qu'est-ce que j'ai noté également? Alors du côté de l'Allemagne, c'est très mélangé. Le DAX n'est pas à 13%, il est à plus 4, donc il fait un petit peu mieux que le CAC. Ce sont les valeurs allemandes qui sont en pointe. Le grand gagnant, en tout cas de l'année pour le moment, c'est le Japon, on en parlera dans un instant, avec plus 27%. Et si on cumule avec ce qui s'était passé à la fin de l'année dernière, c'est encore plus impressionnant, on est à près de 40%. Alors les graphiques que je vous ai mis, ou en tout cas, bon, ça c'est tout ce qui est en vert. Donc vous voyez, on avait les États-Unis, les valeurs techno sur l'Allemagne, même le CAC s'en tire pas trop mal, et le Japon a cartonné. Donc voilà un petit peu comment on faisait pour gagner de l'argent en début d'année. Effectivement, l'indice suisse n'est pas en reste avec plus de 10%. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est ces fameux BRICS qui sont en train de vraiment de s'écrouler. Alors BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, et le S c'est pour South Africa. Eh bien regardez, ça c'est plutôt catastrophique puisque South Africa c'est vraiment l'effondrement. La Chine, c'est pas joli. La Russie, même topo. Et puis le Bovespa, donc vous voyez, début d'année, c'est vraiment, on avait le pic sur la bourse brésilienne en tout début d'année. Et bien là aussi on a une perte assez considérable de l'ordre de 15% depuis les plus hauts. Voilà, donc les indices émergents, on commence à en parler un petit peu. Tous les gérants sont vraiment très très négatifs en ce moment. Et bon, on va le voir, c'est dû à plusieurs facteurs, mais en particulier le fait qu'on décélère très très fortement les injections monétaires, et puis qui prennent à retardement effectivement le ralentissement et américain et européen, eh bien nous laisse à penser que ça peut baisser encore. Alors souvenons-vous, moi je tempère un petit peu tout de suite pour ceux qui sont sur les émergents, souvenons-nous que ces pays émergents, ils nous habituent quand même depuis certaines années à avoir des replis extrêmement vifs, 15-20%, 1 à 2 fois par an, notamment pour la Chine, et puis ensuite ça repart. Donc là, est-ce qu'on est sur une tendance structurelle ou conjoncturelle? C'est pas évident, il faut attendre encore un petit peu, mais on verra tout à l'heure en Chine ce qui se passe. C'est vrai que ça a l'air quand même, ça commence à donner des signaux de baisse par rapport aux très très belles années qu'on a connues. Voilà en tout cas pour le panorama international. Alors, en Europe, où en est-on? Bon, je dirais pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est un peu comme le mois dernier. On a fini d'être dans la seringue sur les news européennes, dans le news flow. C'est-à-dire qu'on est moins en crise qu'on l'était il y a encore quelques mois. Même avec Chypre, on est quand même revenu sur le devant de la scène assez fortement. Mais aujourd'hui, je dirais, on gère le temps 2 de la crise. Et on est quand même dans une normalisation au niveau bancaire, au niveau de pas mal de choses, ça va un petit peu mieux. Donc du coup, on se concentre sur des sujets, je dirais, pan-européens. Évidemment, l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, n'est plus en capacité aujourd'hui, puisqu'on rentre dans une période électorale, élection en septembre, de vraiment s'affirmer sur la scène internationale. Alors certes, ils ont reçu Barack Obama ce mois-ci. Il s'est d'ailleurs fâché que le président américain ne soit pas venu. Il était venu la dernière fois alors qu'il était simple candidat à la présidentielle. Et c'est vrai que les journaux allemands s'offusquaient un petit peu que la première puissance, enfin le représentant de la première puissance mondiale ne soit pas plutôt venu visiter la représentante de la première puissance économique, en tout cas européenne. Voilà, donc bon, après ce que fait Merkel, elle évoque un fonds pour la zone euro. Bon, c'est un petit peu un épiphénomène. Du côté
du côté, enfin ce qui est plus intéressant ce mois-ci, vraiment ce qui a marqué les esprits, et je vous l'ai mis ici, c'est qu'on a eu quand même une remontée des taux assez forte, donc suite à évidemment les soubresauts de l'économie américaine et les annonces de Bernanke. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer de paradigme, c'est-à-dire la fin de l'argent pas cher, attention, hein, effet pour l'économie réelle, ça pourrait être la hausse des taux, sinon des prix, en tout cas des taux dans l'immobilier hein, qui ont atteint des niveaux planchers. Et bien là aussi, évidemment, si nos emprunts remontent, ça pourrait être la fin de la récré et on pourrait voir effectivement des taux revenir. Donc vous voyez 2,45 par rapport à 1,65. Donc d'un côté, on a des taux qui remontent, c'est-à-dire notre capacité à emprunter sur les marchés, enfin, on n'a pas de souci, mais ça va devenir de plus en plus cher. Et évidemment, ça ne fait pas nos affaires, puisque jusqu'ici, on avait plutôt fait des économies avec cette baisse des emprunts à 10 ans. On a également une continuation de la pause dans l'austérité. On sent bien qu'on a obtenu vis-à-vis de Bruxelles, de la Commission européenne, notamment en France, des délais finalement pour, on en avait un petit peu parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui trop d'austérité tue l'austérité. Si tout le monde freine et freine très fort sur les freins, évidemment, ça impacte et ça fait boule de neige, ou plutôt c'est un cercle assez dévastateur. Donc aujourd'hui, Barroso et l'ensemble des dirigeants européens ont dit ok, on va faire une pause. Alors est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose, je vous laisse en juger. En tout cas, on sait que d'ores et déjà, le déficit français va déraper assez largement, entre 3,7 et 4,2 selon la 2% du PIB. Je vous rappelle que l'objectif était quand même à 3% pour cette année. Donc le dérapage, tout le monde finit d'ignorer, mais en fait on sait très bien qu'on ne va pas y arriver parce que les réformes structurelles ne sont pas encore à la hauteur des attentes et des économies demandées. Alors pour l'instant ça n'inquiète pas, mais évidemment si la communauté internationale ou les investisseurs internationaux jugent que ce n'est pas suffisant et qu'on ne va pas y arriver, eh bien ça pourrait renchérir encore plus nos taux qui pourraient bondir. Donc avant de devenir comme l'Espagne, vous voyez, ou l'Italie qui aujourd'hui emprunte à plus de 5%, il vaut mieux se mettre en ordre de marche et être vertueux. Bon, point de politique, en tout cas quelqu'un qui a bien tiré son épingle du jeu et qui manœuvre plutôt pas mal, c'est Mario Draghi, qui est allé devant l'Assemblée nationale française il y a quelques jours pour distiller ses perles de connaissances. En tout cas, voilà ce qu'il faudrait faire. Réformer le marché du travail, assainissement budgétaire, baisse de la pression fiscale, afin de favoriser la consommation et donc de ramener des investissements. Bon, évidemment, que des choses qu'on sait, mais ça fait du bien, évidemment, de réécouter un des papes quand même de l'économie mondiale en ce moment. Bon, sinon, Draghi, lors de sa dernière conférence, vous savez que la conférence de presse et la révision éventuelle des taux se fait tous les jeudis à 14h, enfin 13h45, annonce du taux, et ensuite 14h30 la fameuse conférence de presse. Donc on la suivra la semaine prochaine en direct sur BFM Business pour ceux qui regardent, et puis je la commenterai un petit peu avant avec les journalistes. Bon, on attend, je peux vous dire déjà ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, ni remonter spectaculaire des taux, ni descendre encore plus puisqu'on est pratiquement au plancher. Bon, il y a d'autres mécanismes qui pourraient être mis en place, mais aujourd'hui, très clairement, Mario Draghi dit que c'est maintenant aux politiques de faire le job, c'est-à-dire, comme il le préconise, slide précédente, réformer le marché du travail, assainir le budget, enfin continuer en tout cas dans le sillon des retraites et de la diminution des dépenses de l'État. Alors, on va passer tout de suite sur les États-Unis parce que c'est vraiment là où ça se passe, je dirais, là où tout se passe, et c'est de mon point de vue ce qui va faire le marché, ce qui donne une tendance long terme pour le marché. Alors vous voyez le graphique, là ça part, on a une forte accélération à partir de décembre 2012 qui n'a pas été remise en cause jusqu'à très récemment. Je pense qu'on est dans une pause qui est bénéfique d'ailleurs, mais une pause, une simple pause dans un grand mouvement haussier qui devrait se continuer. Alors pourquoi il était complètement cassé ce grand mouvement haussier? Eh bien c'est parce que on a eu Bernanke, donc jusqu'ici le petit jardinier qui avait vraiment coupé les taux d'intérêt, qui avait réinjecté des liquidités dans le système,
85 milliards par mois, on en a parlé, qui constate quand même qu'après 2 ans et demi d'efforts, et puis un certain désendettement quand même des acteurs, des ménages comme des entreprises, on voit que l'économie américaine est en train de remontrer des signes d'assainissement et même de vigueur. Alors certes, la croissance a été révisée, 1,8 au premier trimestre, on attendait un petit peu mieux, mais la grande nouveauté, c'est que Bernanke a été très explicite, ça s'est passé à la mi-juin, et il a clairement évoqué la fin du soutien de la Fed à l'économie américaine. Donc c'était le 19 juin, il en avait déjà parlé le 22 mai. Bon, il était resté vague, mais le 19 juin, il a vraiment dit que voilà, le principal catalyseur pour commencer à diminuer, ça serait le chômage, c'est sa variable d'ajustement, c'est-à-dire que si on se rapproche des 7%, il y aura diminution du quantitative easing, c'est-à-dire ces énormes injections de liquidités de rachat d'actifs, et ensuite, eh bien, il y aura un arrêt complet. Donc, les économistes ont fait tourner leur calculateur et ils tablent maintenant sur une baisse de l'apport de liquidité à partir de pas mi-2013, fin 2013, et un arrêt complet du quantitative easing à partir de mi-2014. Voilà, alors ça amène à un résultat complètement paradoxal, c'est que du coup, toute bonne nouvelle pour l'économie est sanctionnée par les marchés. C'est-à-dire que si on a un chômage en baisse, qui est fondamentalement quand même une bonne nouvelle, puisque voilà, moins de chômeurs, plus de consommation, des investissements qui repartent, etc., et puis de la croissance à terme, eh bien, à court terme, le marché ne voit qu'une seule chose, c'est que on va débrancher on va débrancher la morphine, on va enlever ce qui faisait du bien à l'économie, et surtout, peut-être pas à l'économie réelle d'ailleurs, mais surtout au marché. Et donc, on a vu que toute statistique ne faisait pas forcément bondir le marché, toute bonne statistique, au contraire. Donc voilà. Alors après, ça a tellement affolé le marché, cette histoire de Bernanke qui dit l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre complètement avec quand même une banque centrale qui rachète des titres. C'est absolument impossible. Il faut à un moment normaliser la situation. Mais ça a tellement affolé qu'il y a eu des contre-feux assez rapidement qui ont été mis en place par l'intermédiaire d'autres gouverneurs de la Fed, qui sont montés à créneau pour dire oula attention, on va pas aller si vite en besogne, on baissera très très graduellement et puis on baissera uniquement si le chômage baisse réellement, si l'état d'économie va mieux, etc., etc. Donc on préfère pour l'instant garder la morphine. Mais sur l'économie réelle, et moi c'est pour ça que je trouve ça très très positif, on a quand même des améliorations donc sur le front de l'immobilier. Les mises en chantier sont au vert, les ventes de logements neufs, les marges des entreprises sont reconstituées, et en plus, le moral des ménages est en hausse. Taux de chômage a augmenté un petit peu, mais les créations d'emplois sont également vigoureuses, donc c'est plutôt pas mal. Ce chômage, malheureusement, on était à 7,5, il est remonté à 7,6, donc il baisse très lentement. Je vous rappelle que le chômage, c'est deux choses. C'est évidemment les gens qui trouvent de l'emploi, donc les créations d'emplois. C'est bien parce que les Américains sont très positifs. Ils parlent de création d'emplois. Nous, on parle toujours des gens qui trouvent pas. Et puis, ça dépend des gens qui sont inscrits. Donc, s'il y a un afflux d'inscription, évidemment, ça fait remonter le chômage. S'il y a une décélération, par exemple, il est très possible que durant les mois d'été, comme les gens s'inscrivent moins au chômage, eh bien, il y ait une baisse un petit peu artificielle, mais ça existe un petit peu dans tous les pays. On voit souvent le chômage baisser pendant l'été et puis repartir à partir de septembre, puisque les gens s'inscrivent de nouveau. Pas de reprise en V, mais une reprise qui commence à être graduée, je dirais, voilà, plus 1,8, plus 2,3, plus 2,5. Donc on va quand même vers un mieux aux États-Unis. Et puis surtout, quand l'immobilier va, tout va. États-Unis, l'immobilier continue de se redresser. Donc vous voyez, on a eu la publication de l'indice Case-Shiller des prix des maisons dans 20 métropoles, plus forte croissance depuis mars 2006, 15e mois consécutif de hausse, et les trois villes qui sont sur le podium pour la montée des prix, donc voilà où il fallait investir peut-être dans le creux de la vague à une époque où le prix de l'immobilier était déprimé et en plus où on avait un fort euro par rapport au dollar, c'était 2008-2009, eh bien il fallait investir à San Francisco, à Phoenix et à Las Vegas. Bon, sans mystère, ce sont les villes aussi qui avaient le plus chuté en termes de prix, mais là aussi on était sur une espèce de bulle, donc finalement il y a sûrement un retour à la normale, je dirais, sur ces villes-là. Voilà, en tout cas,
prix des maisons qui a progressé de 12,1% par rapport au même mois de l'année précédente. Vous voyez que c'est assez soutenu. Et puis voilà, en fait, les indicateurs, en tout cas sur l'immobilier, sont au vert. Ce qui est bien, c'est que l'immobilier, c'est quand même des bras, c'est quand même de nouveau des gens qui vont pouvoir travailler. C'est aussi le fait que s'il y a des gens qui achètent, c'est que ça va un petit peu mieux, ils se sont désendettés. Donc c'est très positif. Et on va suivre ce niveau, ces niveaux d'investissement pour voir si effectivement ça continue à s'accélérer. Mais c'est une très bonne nouvelle. Le moral des ménages également est au plus haut depuis 5 ans. Alors évidemment, je pense que c'est d'une certaine manière corrélé à la bourse. Quand on est de nouveau sur des records au niveau des indices boursiers, ça veut dire que vous avez peut-être potentiellement reconstitué un petit peu votre épargne grâce à votre portefeuille. En plus, votre maison qui ne valait plus rien, puisque les prix augmentent, elle recommence à être valorisée. Parce que vous savez que les Américains pouvaient être en négative equity en termes de maison. C'est-à-dire que vous aviez acheté à, je sais pas, 300 000 $, votre maison sur le marché vaut 200 000 $, mais vous êtes endetté. Bon, il y a deux solutions, c'est soit de renvoyer les clés à la banque et de dire tant pis, moi je ne paie plus mon crédit et puis je vais être locataire. Bon, évidemment, si on a une augmentation des prix et que vous revenez à 250 280 000 $, vous dites bon allez, encore quelques années et j'y suis. Donc il y a un effet moral très positif. Un, parce que le chômage diminue. Deux, parce que l'immobilier repart. Trois, parce que votre portefeuille boursier a augmenté. Donc le moral est au plus haut depuis 5 ans. Le moral des ménages, c'est mesuré par l'indice de confiance des consommateurs américains, publié par le Conference Board, et vous voyez qu'on passe de 76,2 à juin 81,4, donc c'est vraiment très positif. Et quand on a la pêche, on consomme plus. En plus, il y a l'été qui arrive, c'est la driving season aux États-Unis, donc ça devrait encore sûrement accélérer. On vérifiera ça. Donc décidément, les États-Unis, à part, je dirais, cette peur de la pompe à billets qui serait brutalement débranchée, et je vous garantis que ça ne va pas l'être avant plusieurs mois, ça va être très très graduel. En tout cas sur le fond, on est quand même dans une économie, la première économie mondiale qui va mieux, et ça c'est une excellente nouvelle pour nous et puis à plus long terme pour les portefeuilles boursiers. Alors il n'en va pas du tout de même pour les Chinois. En Chine, on peut dire que le ralentissement se confirme. Alors j'ai superposé deux slides, ça c'était la slide du mois dernier, et regardez, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc fin mai on était là, on était en train de se poser des questions sur un ralentissement, on ne savait pas si on allait repartir par là ou par là. Vous voyez que ça a été plutôt vers le sud et à vitesse grand V. Voilà l'indice China 50 qu'on peut trader en CFD. Ça a été une chute extrêmement brutale, donc on a perdu 15% sur la Chine. Ça a été plutôt compliqué. Alors pourquoi cette chute assez monumentale, puisque la bourse chinoise atteint maintenant un creux de 4 ans? C'est la conséquence d'une envolée sur les taux à court terme sur le marché interbancaire. Alors c'est un petit peu technique, un petit peu plus compliqué. En gros, c'est un peu un credit crunch, c'est-à-dire que les gens ont eu peur de se prêter et du coup les taux ont bondi. Alors c'est surtout dû au gouvernement central qui a refusé d'injecter des liquidités dans le système bancaire et qui a dit, voilà, nous on pense qu'il y a une bulle, on pense que l'argent qu'on a mis dans le système ne va pas forcément à l'économie réelle, c'est-à-dire que y a sûrement d'autres choses un petit peu plus obscures qui se passent, du hors-bilan, de la titrisation, du shadow banking, et ils ont décidé de resserrer un petit peu les conditions de crédit de manière à freiner la spéculation. Malheureusement, quand on freine un système qui est lancé à pleine vitesse, immédiatement, ça freine aussi la croissance. Et puis, évidemment, sur les marchés, c'est pas très apprécié. Donc, là aussi, un rétropédalage de la part des Chinois, du gouvernement central, parce que c'était tellement violent qu'ils ont dû dire bon, attendez, on va quand même soutenir les banques qui prêtent à l'économie réelle. Donc ça a calmé surtout ce mouvement de défiance qui se matérialisait sur les taux interbancaires, c'est-à-dire le cours, ou plutôt le taux auquel vous prêtez entre banques. Évidemment, si vous avez peur de prêter à votre voisin, vous ajoutez une prime de risque, et alors qu'on était à
à 6-7% au début de l'année, enfin même non, on était même à 2-3%, on avait monté jusqu'à rapidement à 7-8 et puis même à faisant un pic à plus de 12, à 13%. Donc en interbancaire à 13% au jour le jour, oui c'est un petit peu compliqué. Donc là aussi rétropédalage des Chinois, qui se sont dit oula, si plus personne se fait confiance, on risque d'avoir un épisode à la Lehman Brothers chinois. Donc c'est pas ce qu'on veut, donc on rassure le marché. Pour expliquer un petit peu mieux, avant de passer à la conclusion, le shadow banking. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand des groupes industriels qui ont des lignes de crédit assez importantes empruntent, mais pas forcément pour financer leur croissance, mais pour reprêter derrière à d'autres PME. Alors elles passent évidemment, elles ne prêtent pas de la main à la main, elles passent par des structures bancaires, et ainsi elles fixent des taux qui sont complètement en dehors des taux du marché. Et c'est une pratique assez juteuse parce qu'évidemment quand il y a une forte croissance, tout le monde veut investir, tout le monde veut s'agrandir. Je ne vais pas dire à n'importe quel taux, mais évidemment si le banquier ne vous prête pas parce que vous êtes trop fragile, vous avez intérêt à trouver un nouveau prêteur. Donc on a eu comme ça une cascade de prêts qui est très compliqué à évaluer, mais en tout cas, si ça s'arrête brutalement parce que les taux augmentent, évidemment, ça entraîne des cascades et des faillites en chaîne, donc c'est extrêmement dommageable. Voilà. Plus globalement sur la Chine, je vous parlais en préambule des émergents, et bien là on a quand même un ralentissement qui se confirme. Donc la Chine est impactée par le ralentissement économique mondial, évidemment. La crise de la dette en zone euro l'a pénalisée. La reprise est plutôt molle aux États-Unis pour l'instant, même si ça s'accélère. Et puis on a la concurrence de nouvelles économies. Évidemment, aujourd'hui, si vous retournez vos t-shirts, enfin les étiquettes de vos t-shirts, c'est plus Made in China, mais ça va être Made in Bangladesh, Vietnam ou d'autres pays qui sont encore moins chers. Donc il y a même des Chinois qui sous-traitent à d'autres pays encore moins chers aujourd'hui. Et évidemment, ce sont des capitaux qui ne rentrent plus dans le pays. Et puis, il y a aussi le dumping en ce moment du Japon. Le Japon qui redevient hyper compétitif. C'est un des premiers partenaires, mais également un des premiers concurrents dans la zone. C'est un peu comme nous avec l'Allemagne. Et le fait que le Japon soit en train de se sortir un peu de l'ornière, eh bien, pénalise également le commerce et la croissance chinoise. Donc, effet massif sur les matières premières, on peut se poser des questions notamment sur l'or, bien qu'il soit drivé par d'autres problématiques. Évidemment, une Chine qui va moins bien ou qui ralentit, ce sont des matières premières qui sont moins achetées et par conséquent qui sont vendues ou qui vont moins bien, en tout cas à moyen long terme. Il y a également les risques, on en a parlé, de bulles immobilières. Donc le gouvernement chinois essaye de trouver des pare-feux en ce moment. Et puis voilà, ce fameux shadow banking, créance douteuse, titrisation. On ne connaît pas exactement l'étendue, mais potentiellement, si ça explose de ce côté-là, ça pourrait faire très très mal. Enfin, baisse de l'indice PMI. Donc là, on est dans l'anticipation des acheteurs, eh bien c'est mauvais, c'est en dessous de la barre fatidique des 50 points. Ça a encore reculé. Alors c'est calculé par la banque HSBC, parce que c'est un indicateur que les investisseurs regardent, parce qu'il est plus pertinent que l'information, on va dire, officielle, qui peut être, on le sait, manipulée ou enjolivée. Donc là, c'est une étude indépendante faite par HSBC tous les mois, et en ce moment, on est en dessous du seuil de 50, ce qui signifierait une contraction de l'économie, donc qui se confirme. Donc attention si vous avez des billes sur ces émergents d'une manière générale, en particulier sur la Chine, risque de ralentissement. Un petit rappel, on est à 7,7% de croissance. On attend 8%, ou du moins, voilà, c'est ce qui serait bien, c'est ce qui serait idéal, notamment pour endiguer aussi le problème du chômage, pour permettre à la population de continuer à travailler. Mais ça peut aussi redémarrer assez vite. Donc là aussi, je pense que si on regarde un petit peu plus à long terme, le fait qu'on redémarre aux États-Unis va faire que mécaniquement, la Chine devrait aller mieux d'ici, on va dire un gros trimestre ou deux. Voilà. Donc pour ceux qui sont complètement déprimés de voir les moins 15 ou moins 20% sur leur portefeuille émergent, en tout cas pour la Chine, on est habitué à ces soubresauts et ça pourrait repartir assez vite d'ici quelques mois.
Alors, on continue notre tournée mondiale avec le Japon. On voit, Monsieur Shinzo Abe, donc le Premier ministre japonais, en train de saluer le champagne. Alors, je ne sais pas si c'est du champagne ou du saké, enfin, on ne voit pas trop, en tout cas, ça ressemble à un verre à champagne. Eh bien, les Abenomics, c'est-à-dire les mesures qu'il a mis en place, Shinzo Abe, Abenomics, donc pas des economics à la AB, eh bien, c'est trois choses l'électrochoc qu'il a voulu faire pour son économie, des dépenses d'État, donc faire des dépenses, un petit peu comme une politique de grands travaux, pour donner un coup d'élan à l'activité, assouplissement monétaire radical mené par la BOJ, la Banque centrale du Japon, pour inciter les entreprises et particuliers à investir davantage, et une stratégie de croissance axée sur la réforme et la dérégulation. Donc voilà la potion magique de M. Abe, qui a l'air de fonctionner. Alors c'est assez spectaculaire évidemment, là j'ai pris une période longue pour vous montrer l'état du Nikkei, donc sur une période très longue, de 99 à 2013, et vous voyez qu'on est plutôt à la hausse, sauf que là on était très très bien parti, et puis il y a eu une petite cassure également avec cette bougie rouge, donc pour l'instant il faut à mon avis quand même ne pas raison garder après une hausse très très spectaculaire, donc on passe de 8 000 à 16 000, pratiquement, enfin de 9 000 à 16 000 on gagne 60-70%. Il était normal aussi qu'on assiste à cette consolidation qui est bénéfique. Je suis un petit peu moins optimiste personnellement sur le Japon, c'est-à-dire que bon là aussi on a sorti un papier la semaine dernière qui s'appelle Miracle ou Mirage, Mirage ou Miracle. Bon, les Japonais, évidemment, les réformes sont bien, faire de la politique monétaire, de la planche à billets, là aussi, ça a l'air de pas mal fonctionner. Pour se sortir de l'ornière à moyen long terme, les Japonais ont quand même d'autres difficultés, notamment le vieillissement de la population, et je ne sais pas si ça suffira évidemment de faire un petit peu de dumping sur leur monnaie. Regardez ici, voilà, donc USD yen, ça veut dire que l'USD s'est renforcé face au yen. Évidemment, je prenais cet exemple encore le mois dernier, entre une BMW, une BMW et une Lexus. Aujourd'hui, si vous avez la Lexus à 25% de moins, eh bien vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi pas acheter japonais. Est-ce que le yen va continuer à baisser face aux autres devises? Eh bien, nous le verrons. En tout cas, il est possible qu'après une accalmie de la baisse, puisqu'on était monté assez rapidement au-delà des 100 yens pour $1, on a une petite baisse et puis là on reprend. Et avec ce qui se passe aux États-Unis, effectivement, on pourrait avoir un yen qui continue à baisser, c'est-à-dire sur cette courbe, en tout cas US-yen qui est inversée, un retour et sur les 100, puis 102, 103. Voilà en tout cas ce qui se murmure dans certaines salles de marché, de jouer agressivement l'USD yen. Voilà donc pour le panorama des marchés. J'essaie de faire rapide, mais ça prend toujours un petit peu plus de temps que prévu. Donc on va maintenant regarder l'actualisation des valeurs avec ce contexte. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit accalmie de la crise européenne sur fond de croissance au point mort, mais avec une fin de l'austérité. Donc on se donne du temps. America is back, mais la pompe à billets sera débranchée en 2014, donc ça c'est la nouvelle hypothèse et la grande inconnue. Comment va réagir le marché à cette fin de l'argent facile et pas cher? Et puis le ralentissement confirmé en Chine et sur les émergents. Enfin, le Japon qui revient en force jusqu'à quand? Donc baromètre des investissements, voilà quels sont les secteurs et les classes d'actifs que nous privilégions. Alors c'est un peu dans le désordre, je suis désolé. Les petites pastilles n'arrivent pas du tout dans l'ordre. En tout cas, voilà. Donc l'Europe, on est plutôt non. Alors l'Europe en négatif, bon, toujours un petit peu partagé sur cette zone euro qui nous a fait des siennes. On préfère en tout cas sur les zones, sur différentes zones graphiques, investir sur les États-Unis et réduire la voilure sur les briques. Sur le Japon, je ne l'ai pas mis, mais si vous êtes déjà sur le Japon, ça peut être encore intéressant. Il peut y avoir après le repli, une nouvelle petite accélération. Sur les classes d'actifs, en action, on conserve ces actions parce que finalement, les actions aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont globalement implantées partout dans le monde et qui tirent leur croissance. En revanche, attention aux obligations. Le rapport des obligations, c'est que quand elles remontent, eh bien, on perd de l'argent. Voilà. Au contraire, quand on joue les taux, il faut acheter des. Enfin, c'est une relation inverse, c'est-à-dire que quand les obligations remontent, en fait, vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez
des obligations à 1% et que demain c'est à 4%, si je vous demande lesquelles vous préférez arbitrer, bah, vous allez préférer évidemment de l'action maintenant à 4% plutôt qu'à 1%, celle que vous aviez avant. Et donc ça se déprécie. Matières premières, attention aux matières premières, tant qu'on a cette pression sur la Chine également, on risque d'avoir un mouvement qui va continuer à baisser et on a une grosse interrogation notamment sur le Canada, l'Australie, sur la nature de ce super cycle des matières premières qui nous a amené sur des sommets, qui pourrait être amené à diminuer, à l'instar de ce qu'on voit sur l'or. Alors est-ce que ça va gagner de pétrole ou d'autres matières premières? En tout cas, attention, il y a des replis assez sensibles. Sur les secteurs, on se méfie toujours des biens de donc on reste un petit peu à l'écart du luxe, des biens de consommation et de tout ce qui est relié aux émergents. Donc on réduit un peu la voilure sans les fuir. Ce qu'on fuit en revanche, c'est plutôt les secteurs réglementés, donc tout ce qui appartient à l'État de près ou de loin, et puis les secteurs cycliques ou industriels qui sont évidemment plutôt en bas de cycle aujourd'hui. On n'a pas encore de reprise, donc pour l'instant on ne se remet pas dans ces secteurs. Alors, on va regarder maintenant les 10 recommandations entre guillemets qu'on avait fait durant le salon actionnarial, qu'on met en jour maintenant chaque mois. Donc dans les banques, on a recommandé, en tout cas notre préféré c'était BNP Paribas, alors c'était la cotation d'hier soir. En tout cas voilà, je vous ai mis ce qu'on fait au mois de juin versus ce qu'on avait fait au mois de mai. Et tout ça pour dire que si le mois de mai c'était pas sell in May and go away, en tout cas ça s'est vérifié dans la toute fin du mois de mai. Si vous avez vendu fin mai, eh bien vous êtes plutôt pas mal. Regardez pourquoi. 7,84% vous avez fait à fin mai, 0,34% aujourd'hui. Sur le pétrole, CGG Veritas, Technip et Valourec sont nos favorites. Notre préférence va à Technip et là où on était positif, on devient négatif sur Technip avec l'impact évidemment du pétrole qui a fortement chuté récemment. Sur les valeurs techno, on est là plutôt gâté par Google qui continue à caracoler en tête. On était à 23%, on est à 24,47%, donc là on conserve. Nos autres valeurs dans ce secteur, un grand secteur de la mobilité informatique, on va dire, c'est Samsung, Gemalto et Amazon. Là aussi ça nous semble intéressant, même si c'est d'autres pays. Alors évidemment ça va être compliqué dans un PEA, mais sachez que vous trouvez toutes ces valeurs évidemment sur la plateforme CMC Markets, et donc vous pouvez ainsi diversifier votre portefeuille au-delà des frontières européennes. Les devises, alors sur les devises, là on a eu vraiment une énorme cassure, on était à pratiquement 1,34. Je m'expliquais d'ailleurs pas très bien pourquoi on était monté si haut sur l'euro-dollar, notre objectif était plutôt à 1,32, et évidemment on a monté 200 points de plus avant de corriger. Alors, l'euro-dollar, c'est pas que l'euro s'affaiblit brutalement, c'est plutôt que le dollar se raffermit. Eh bien oui, les signaux, encore une fois, sont au vert. On a envie d'aller sur cette économie, même si en ce moment, on se dit qu'elle va peut-être passer un mauvais moment. Enfin, je pense qu'il faut bien voir que la liquidité donnée par Bernanke, elle est surtout sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, si on pense qu'il va y avoir un impact, ce sera sur les marchés financiers où on risque d'avoir une dégringolade, en tout cas une correction, mais sur l'économie réelle, il ne faut pas se voiler la face, on est quand même sur une amélioration, évidemment à confirmer, mais on va vers un mieux, donc potentiellement vers un dollar qui se renforce par rapport aux autres devises. Alors, l'or compliqué, l'or en ce moment pour tous les détenteurs d'or, que ce soit hors papier ou hors physique, puisqu'on a vu quand même, n'oublions pas qu'on était quand même en début d'année à 1800 $, qu'on est aujourd'hui sous les 1200 $, donc là c'est extrêmement compliqué. Pour autant, il nous semble que à ces prix-là, eh bien Warren Buffett dit soyez craintifs quand les autres sont euphoriques, soyez avides quand ils sont craintifs, donc c'est peut-être le moment d'être avide sur l'or. Et pour ceux qui souhaitaient depuis longtemps mettre un lingot ou un lingotin ou quelques Napoléons en caisse, en coffre, c'est peut-être le moment. Évidemment, pour ceux qui souhaitent plus simplement se dire qu'il y a peut-être une chute qui est un petit peu brutale en ce moment, c'est le moment de revenir sur l'or et d'en acheter donc Goldspot qui cote en continuant en temps réel sur la plateforme de CMC.
Sur les matières premières, on s'était intéressé au début d'année aux soft commodities, donc blé, soja, maïs, café, cacao. Et là, c'est vrai que c'est pas la joie. Sur le café, en tout cas, qui était notre pari pour 2013, hein, avec une consommation de café accrue, notamment du côté des émergents, les émergents se cassent la figure. Donc tout ce qui est signe extérieur de richesse et le café, avec une marque célèbre proposée par Nestlé, par exemple, eh bien ça, c'est sûr que c'est en train de baisser dans ces pays-là. En tout cas, ça n'a pas le succès qu'on lui avait promis. Je pense que c'est parti remise, mais pour cette année, c'est vrai que ça se complique. Les valeurs du pricing power. Alors, c'est quoi le pricing power? Ce sont les valeurs qui ont la capacité de répercuter une hausse des prix sur leur coût et sur leur prix, pardon. Donc, c'est-à-dire d'absorber et de conserver leur marge. On a Essilor, Essilor qui a un petit peu baissé, mais c'est moins pire que d'autres. Donc on était à 15,39, on est à 11,99 de gains par rapport au début de l'année. On aime bien aussi Michelin et puis Orca qui a Eutelsat qui nous semble pas mal, donc à conserver. Les valeurs de niche, ce sont celles qui sont dans une niche et sont difficilement copiables sur leur marché. Les champions, c'est Edenred, Zodiac, Gemalto. Zodiac était notre préféré. Elle continue à augmenter de 1,5% par rapport à la dernière cotation de mai, donc on conserve. Enfin, dans les recoveries, là aussi, on avait, attention, c'est évidemment des dossiers beaucoup plus fragiles qui sont promptes, où les investisseurs sont prompts à prendre leurs bénéfices, et c'est ce qui s'est passé. Wall Street a éternué, Paris s'est enrhumé, et on a Air France qui a chuté de près de 8% en non seulement un mois. En tout cas, ça reste notre valeur de prédilection dans ce secteur des recoveries, c'est-à-dire des retours à meilleure fortune, on va dire. Hein. Vivendi et Peugeot étant sur les deux autres marches du podium. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas maintenant à poser vos questions. Je vais les prendre dans quelques secondes. Donc je coupe le micro pendant une seconde et ensuite on revient pour toutes vos questions. A tout de suite. Alors c'est parti pour les questions où on a eu quelqu'un qui a été très actif, c'est Philippe qui a commenté pratiquement toute la présentation. Et qui me pose cette question. Pour les USA, est-il plus judicieux de choisir les actions value plutôt que growth? Alors les actions value ou la croissance, donc celles qui génèrent, qui ont leur business model bien implanté, qui versent des dividendes qui sont, on va dire, plus pérennes, plus tranquilles, ou est-ce qu'il faut au contraire jouer la croissance? C'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, mon cher Philippe, c'est vrai qu'on est en train même les gérants sont en train de changer un petit peu d'optique. On est en train de voir effectivement, je pense, des champions. Il y en a dans tous les domaines. Il y a des belles valeurs de rendement, il y a des belles valeurs de croissance. Ça dépend un petit peu de ce qui est déjà ce que vous avez déjà en portefeuille. Mais aujourd'hui, on voit qu'évidemment, il y a un secteur techno, notamment on en a un petit peu parlé, qui est en train de continuer à exploser aux États-Unis avec des rachats, des fusions, en veux-tu, en voilà. Je pense à Google, par exemple, qui a acheté quand même ce mois-ci, qui a fait ses emplettes. Et vous voyez que ce soit Google, Facebook ou Apple, c'est des emplettes à 1 milliard de dollars, 1 milliard 100 pour une start-up, on va dire, israélienne, qui s'appelle Waze et qui, je ne sais pas si certains l'ont utilisé sur leur smartphone, qui permet c'est une aide au trafic en fait, c'est un espèce de Coyote, mais Coyote vaut 50 millions et bizarrement Waze vaut 1 milliard, en tout cas a été racheté 1 milliard par Google. Donc je dirais qu'il y a des secteurs extrêmement dynamiques. Donc Google aujourd'hui après 10 ans sur les marchés, est-ce que c'est une valeur de croissance, toujours une valeur de croissance, ou est-ce que c'est une valeur de rendement? C'est vrai que c'est un pilier, et en même temps c'est toujours une valeur de croissance. D'accord? Donc c'est une valeur que je privilégie. Il y a une autre valeur dont on n'a pas parlé, je m'en aperçois maintenant, ce sont les valeurs US avec Publicis qui avait bien marché également, et la slide a été passée un petit peu vite.
Après, donc pour répondre à votre question, ben voilà, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette problématique. Aujourd'hui, il y a du bon un petit peu partout. C'est sûr que si ça va mieux, les actions value vont reprendre du poil de la bête. Et puis s'il y a une nouvelle explosion d'activité, comme dans certains secteurs, ben, il y a quand même certains dossiers croissance qui sont extrêmement intéressants. Que pensez-vous d'investir, même, enfin, suite de la question, d'investir sur les actions européennes qui sont en forte relation avec les États-Unis? Donc c'est ce que je vous disais. Donc on a Publicis en particulier qui fait la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, qui nous semble particulièrement intéressant. Donc oui, il faut aujourd'hui, de toute façon, basculer votre portefeuille. Tout ce qui est en lien avec les émergents va souffrir, et tout ce qui est en lien avec les États-Unis va prendre pas mal. Donc quelque chose d'aussi ennuyeux que le ciment, par exemple, hein, Lafarge, eh bien, ça risque de cartonner puisqu'il se développe là-bas et puis l'immobilier va mieux. Donc, du Lafarge, du Saint-Gobain, bah, tout ça sont des dossiers, vous voyez, qui sont plutôt dossiers value, hein, c'est pas forcément des dossiers croissance, des grosses maisons bien installées, mais là, ça devrait profiter à moyen long terme de cette reprise aux États-Unis. Au niveau des marchés obligataires, le high yield est-il encore porteur? Moi, je me méfie de tout ce qui est obligataire aujourd'hui. Ben, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a ce mouvement des taux qui est extrêmement violent. C'est ce qui va être un driver vraiment, un catalyseur dans les prochains mois. Pourquoi? Parce qu'on a en tête le crack de 1994. Qu'est-ce qui s'était passé en 1994? Monsieur Greenspan, qui était à la place de Monsieur Bernanke, a décidé d'augmenter brutalement les taux et pour freiner un petit peu la reprise qui était un petit peu violente et donc pour modérer tout ça. Et il a provoqué un crack obligataire. Les taux sont montés en flèche et les gens se sont détournés des actions qui ont perdu 30%. Donc, voilà ce qu'il faut éviter aujourd'hui. Pourquoi on se détourne des actions quand les taux montent? Tout simplement parce que si vous avez aujourd'hui de l'argent sans risque, on va dire tiens on vous propose une obligation qui verse du 8%, j'exagère le trait, eh bien forcément vous n'allez pas vous ennuyer à sélectionner des actions, à les acheter, à les revendre, à lire à suivre des webinaires pour savoir quelles sont les meilleures actions. Non, vous placez tout simplement à 8% et puis vous laissez porter. Donc évidemment, on est loin de ces niveaux parce qu'on part de très très bas, mais dès lors que ça remonte, eh bien, il y a des arbitrages qui se font. On préfère jouer la sécurité à 3,5% que d'aller chercher de la rentabilité, mais aussi du risque sur les actions. Donc attention à ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Vous verrez qu'il y aura une relation très très forte entre le niveau des taux et le marché action. Il faut évidemment piloter ça de manière à ce qu'il y ait une remontée très très graduelle, très très progressive des taux, sans casser le fameux marché action. Sinon, voilà, les gens sont déprimés, ils perdent de l'argent en bourse, ils n'investissent pas dans l'immobilier et on est reparti dans le cercle vicieux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour le moment? Écoutez, pas trop. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à nous suivre le mois prochain. On refera le point sur l'ensemble de ces valeurs, de ces secteurs et des zones géographiques. J'espère que ça vous aura également donné des idées pour investir. C'est vrai qu'on est à une période un peu charnière où les investisseurs ont tendance à se dire bon allez c'est l'été, je coupe un petit peu avec le marché. Attention, hein, mettez peut-être des stops même à moins 10, moins 15%. N'oubliez pas que août 2011, on avait perdu 25%, dépassé tout simplement de 4000 points à 3000 points sur le CAC. Je ne pense pas qu'on soit dans cette situation apocalyptique, mais encore une fois, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il y a parfois des corrections assez violentes durant l'été, donc gardez un œil sur votre portefeuille ou faites un petit nettoyage, sinon de printemps, d'été. L'été est moins porteur, en tout cas en France, mais il peut y avoir quand même des choses. Donc moi je veux pas vous affoler pour cet été. C'est sûr qu'on a un retour en ce moment de la volatilité. Gardez en tête qu'on est quand même, tant qu'on est sur une première économie US mondiale qui s'apprécie, on ira quand même vers du mieux, ça va tirer les investissements en Europe, on doit se mettre en place et on doit prendre la roue des États-Unis sur ce côté-là, redevenir un grand partenaire, et à ce moment-là, ça mettra de l'huile dans les rouages mondiaux. On devrait donc renouer, je l'espère, avec plus de croissance et plus de croissance, bien évidemment, dans les portefeuilles. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.